Bonsoir, bienvenue sur Action Pratique, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne qui parle de l'entrepreneuriat, la chaîne qui vous enseigne l'éducation financière et qui traite de tout ce qui est sujet de développement, de l'industrialisation, de la bonne gestion et la réussite dans la vie. Parce que en réalité, lorsqu'on va à l'école, on fait des études parce que on veut pouvoir se prendre, ou alors on doit pouvoir se prendre en charge lorsqu'on est maintenant majeur, on est adulte. C'est pour cela que nous allons à l'école, nous faisons des formations pour pouvoir se prendre en charge. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, il y a deux moyens, ou alors deux chemins par lesquels on peut se prendre en charge, c'est-à-dire que on finit ses études et puis on a suivi une formation, on constitue un CV, on va le déposer quelque part et on demande un emploi et on est employé. Il y a également un autre chemin, celui par exemple que moi j'ai choisi, c'est-à-dire devenir entrepreneur ou alors investisseur, parce qu'il y a deux possibilités. Vous pouvez devenir entrepreneur si vous avez suffisamment du temps, si vous avez de la niaque, si vous avez le mindset, si vous avez la résilience, parce que pour être entrepreneur, il faut être résilient. Un entrepreneur qui peut dire j'ai réussi, donc il faut être résilient. Parce que pour être un entrepreneur à succès, c'est la résilience. Et la résilience, pour ceux qui ne le savent pas, ou alors pour ceux qui le savent déjà, pour tout simplement redire ici, c'est celui-là qui ne baisse pas les bras, c'est celui-là qui ne dit pas on va faire ceci, mais ici et sinon. La résilience, c'est parce que dans la vie, il y a des catégories de personnes, vous devez savoir. Il y a ceux qui disent mais, et il y a ceux qui disent et. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit oui, on va faire ceci, on va faire cela, mais si ça se passe mal, mais si ça se passe comme ça c'est des personnes qui peuvent être de très bons gestionnaires. Mais les entrepreneurs, c'est ceux-là qui disent on va faire ceci, on va faire cela, et on va encore faire comme ça, et on va encore faire comme ça, et ça va passer comme ça, et ça va là-bas, on va marcher. Donc, c'est les deux types de catégories de personnes dans la vie. Quand je dis cela, j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne que nos économies africaines, ou alors nos pays, nos peuples, nos États, ont besoin de se développer. Et nous le savons tous, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que pour développer un pays, pour développer une communauté, autant pour moi, ça passe par le travail. Ça passe par la confiance en soi, ça passe par l'éducation. Mais j'ai quelque chose aujourd'hui que je voudrais partager avec vous. Je pensais à ça il y a de cela quelques temps. Et j'écoutais également quelqu'un parler à propos de ce sujet. Il n'est pas allé en profondeur, mais je disais voilà quelqu'un qui pense comme moi. Parce que ce que nous observons aujourd'hui en Afrique, c'est vrai, nous le savons bien, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est que l'Afrique a subi durant pas mal d'années, je dirais même, je vais remonter un peu plus loin, les 11 siècles d'esclavage arabo-musulman, plus la colonisation. Après, il y a eu ce qui est encore même le cas du néocolonialisme jusqu'aux indépendances et tout ce que nous avons suivi. Donc, cela a impacté mentalement, financièrement, politiquement, économiquement, géographiquement l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la croisée des chemins où la communauté africaine, tout au moins, le peuple noir du continent africain doit se prendre en charge. Mais ce que je dis, et c'était juste une parallèle, c'était juste une parenthèse, j'allais dire, c'est que c'est bien de dire on va développer nos pays, on va développer nos communautés, on va développer le continent, mais nous commençons à
compétir avec, ou alors vouloir nous hisser au même standing que que l'Europe, en fait le nord global comme j'ai l'habitude de l'appeler. C'est-à-dire que on veut construire les mêmes tramways qu'à Londres, qu'à New York, on veut construire les mêmes gratte-ciel à Dallas, on veut construire les mêmes gratte-ciel qu'à Singapour, on va avoir les mêmes canalisations, les mêmes égouts qu'à Madrid. C'est bien. Je suis parfaitement d'accord avec. On va avoir les autoroutes comme à Washington. On va avoir des aéroports comme à Ankara. On veut avoir tout ce qui est beau, comme le développement avec des immeubles, puis des gratte-ciel, la technologie, tout ça c'est bien. Je suis d'accord, je ne suis pas contre. J'ai l'impression que nous nous éloignons, tout au moins, hein, c'est une impression que j'ai au vu des analyses et des recherches, de quelques recherches à mon niveau. À mon humble avis, j'ai l'impression que beaucoup dans ce combat ou alors dans cette perspective de quête de souveraineté, de développement, d'industrialisation, nous sommes en train de nous éloigner de quelque chose d'assez important. Je m'explique. On ne peut pas dire qu'on veut développer un pays en faisant des autoroutes simplement. C'est tout à fait normal, c'est très beau. On ne peut pas dire qu'on veut développer un pays, on veut se hisser. C'est-à-dire que pour que sa voix compte, pour que notre voix compte, en construisant des aéroports aux standards internationaux, je suis parfaitement d'accord. On ne peut pas dire qu'on va développer son économie en créant comment je vais appeler ça, en construisant des gratte-ciel à n'en plus finir. C'est tout à fait bien. Mais je dis que c'est un modèle économique, pour ma part, que je pense qu'il a ses limites et il n'est pas assez efficace. Pourquoi je vais vous expliquer simplement. Vous avez, pour construire des routes, pour construire des aéroports aux normes internationales, au standing internationaux, des gratte-ciel et tout ce que vous voulez, bitumer toutes les routes, partout, qu'il y ait de très bonnes routes, de très belles routes, c'est bien. Des échangeurs, des ponts, des métros, des tramways, des trains à grande vitesse, des TGV et tout ça là, c'est bien. Mais je voudrais vous poser une question. L'argent pour financer toutes ces infrastructures-là, où est-ce que vous le trouvez? Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer toutes ces infrastructures? Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir besoin des financements extérieurs, c'est-à-dire des investisseurs. Notamment aujourd'hui, le plus grand investisseur en Afrique, c'est la Chine. Mais vous devez penser à une chose. Quand je dis que ce modèle économique risque d'être, dans les années à venir, dans les générations futures, un modèle économique dangereux pour l'Afrique. Le plus gros investisseur au niveau du continent africain aujourd'hui, je peux me tromper, mais selon les chiffres qui sont publiés, dans la plupart des pays africains, c'est la Chine. Mais lorsque le gouvernement chinois ou les entreprises chinoises investissent leur argent, vous devez savoir une chose. C'est comme des prêts. C'est-à-dire que quand ces gens-là mettent de l'argent pour construire des autoroutes, pour construire des ports, pour construire, je ne sais pas pendant combien de temps, ce n'est pas seulement la Chine, mais j'ai dit que la Chine est le plus gros investisseur dans la plupart de nos pays africains à l'heure actuelle. Mais ce que je voudrais ici relever, c'est que ce modèle économique peut être néfaste ou alors peut avoir des limites dans le temps.
c'est-à-dire à long terme. Parce que l'argent qu'on déverse dans les pays africains pour construire toutes ces grandes infrastructures, il faut bien que cet argent soit remboursé. Vous êtes d'accord avec moi qu'un investisseur ne vient pas mettre son argent quelque part et puis il vous fait cadeau de cet argent. Il investit son argent quelque part parce qu'il attend retour sur l'investissement avec un gain. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être des participations dans des... si ce sont par exemple des entreprises, et encore que je n'en vois même pas. Parce que tous ces investissements-là, c'est pourquoi je suis en train de développer ici. C'est-à-dire que tous ces investissements, quand vous faites des autoroutes, quand vous faites... Je ne vois pas qu'est-ce que cela crée. Ça ne crée pas une plus-value. C'est-à-dire qu'au niveau économique, au niveau macroéconomique, même au niveau microéconomique, ça ne crée pas. Je vais d'abord laisser au niveau macroéconomique, microéconomique. Au niveau macroéconomique, ça ne crée pas de la valeur. Parce que la route qu'on fait, c'est bien. Le port, l'aéroport, tous ces immeubles-là qu'on fait, c'est bien. Mais il n'y a pas de société, par exemple. J'imagine que ça se gère, c'est des contrats qui sont signés avec l'État. Il n'y a pas de société, par exemple, au niveau local. Par exemple, une société de gestion d'une autoroute pour dire, bon, l'autoroute va être exploitée pendant, je ne sais pas moi, et au travers des péages qu'on va installer, la société qui gère ces péages, c'est au travers de ce mécanisme qu'on va rentabiliser l'autoroute, qu'on va rentabiliser le port. Au niveau du port, par exemple, on met tout ce qu'il y a comme douane, tout ce qu'il y a comme impôt à payer. Mais il n'y a pas de société locale qui gère concomitamment avec les investisseurs étrangers qui viennent pour pouvoir rembourser la dette. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont les impôts, c'est-à-dire que c'est le citoyen, quand je parle d'impôts, c'est le citoyen africain de pays, prenez lequel que vous voulez, qui va encore devoir pendant 50 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, travailler pour rembourser ou alors pour avoir le retour sur l'investissement de ces investisseurs étrangers, notamment la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Union européenne et tout. C'est bien. Mais il va falloir penser, il faut qu'on puisse penser à un modèle économique. Parce que sinon, je m'explique, sinon il va arriver un moment où la Chine sera le propriétaire de nos pays. Il va arriver un moment où ces multi-investisseurs puissants, c'est eux qui vont dicter la loi. Parce que quand vous avez mis votre argent, si vous avez 50, 80%, 70%, parce qu'à un moment, je me pose bien la question, comment nos États vont faire pour rembourser toutes ces grosses sommes qu'on déverse pour faire les autoroutes, pour faire... Et on ne crée pas de la valeur par après. Je me pose la question. Ça ne sera jamais remboursé. On va encore passer 100 années, oui, avec des autoroutes, avec des gratte-ciel, avec tout ça, en train de travailler pour ces investisseurs. Et le peuple alors, et notre politique économique, ce sera laquelle? On va encore commencer à dire, non, les investisseurs de l'Union européenne, les investisseurs de la Chine, les investisseurs américains, c'est eux qui dictent la loi dans nos pays africains. Parce qu'il n'y a pas une véritable politique économique de nos dirigeants, de nos entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est bien pensé. C'est pourquoi je dis, nous avons du travail, nous avons du pain sur la planche. Nous avons du travail. Parce que vous n'allez pas vouloir faire des routes. J'ai dit, je suis d'accord. Vous n'allez pas faire, parce encore que on ne construit même pas d'hôpitaux, comme ça devrait être. C'est-à-dire que on dit, bon, comme je vois par exemple en Occident, vous êtes par exemple dans telle mairie, vous êtes dans telle circonscription, voilà l'hôpital qui couvre cette... C'est-à-dire que chaque circonscription, tout au moins, chaque zone a un grand hôpital. C'est des routes, c'est des ponts, c'est des ports, c'est des aéroports. C'est-à-dire que des choses qui sont capitalisées pour encore rentabiliser plus les investisseurs étrangers. Et la population, le bas peuple en réalité, gagne très peu. Parce que pour la construction d'une autoroute, je suis du domaine, je sais de quoi je parle. Pour la construction d'une autoroute, je vais dire par exemple, le kilomètre coûte, on va dire,
1 milliard de francs CFA. Prenons comme ça. C'est-à-dire environ, combien là? 150 millions d'euros. Non, 1 million 500 000 euros, quelque chose comme ça. Hein. C'est 1 500 000 euros le kilomètre. Si. Bon, la conversion un peu. Disons 1 milliard de francs CFA le kilomètre. Maintenant, quand vous construisez une autoroute, vous regardez ce que le personnel local gagne. C'est pendant cette période-là des travaux. Après les travaux, il n'y a plus de gains directs pour le local. Oui, on va dire que la maman qui était dans un coin enclavé va pouvoir aller au marché facilement. Mais qu'est-ce que cela apporte de manière concrète? Parce que si on pensait plutôt d'une autre manière, voilà comment moi je pense. Ça, je vous ai présenté le problème. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ma réflexion est mauvaise, je serai d'accord avec vous. Ou alors, comment on peut améliorer les choses, quelles sont les propositions? Parce qu'aujourd'hui, les médias sont un moyen par lequel on peut faire certaines propositions, des propositions décentes dans le respect des normes, sans insultes, sans être grossier, sans tout ce qu'on voit sur d'autres plateformes. Nous, on ne verse pas dans ce genre de choses-là. Nous sommes là pour construire, pour bâtir, pour apporter quelque chose de plus à ce qui est déjà fait. C'est pourquoi je dis, les autoroutes, les ports, les aéroports, les ponts, c'est bien. C'est bien. Maintenant, est-ce que la politique derrière ces investissements étrangers-là qu'on attire chez nous, est-ce qu'il y a une réelle politique derrière pour pouvoir capitaliser, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir capitaliser ces investissements et que ces investissements soient rentables et bénéfiques pour le peuple et pour le pays? Ça, c'est ce que moi je suis en train, c'est ce côté-là que je suis en train d'analyser. Et moi, je pense que nos États, nos gouvernements et nos entreprises locales devraient adopter une autre politique. C'est laquelle? C'est déjà de former, c'est-à-dire que dès le bas âge, de former des gens à être entrepreneurs, d'impulser, c'est-à-dire que comment je vais dire ça, de créer, d'inciter des conditions pour que les gens soient des entrepreneurs, pour qu'ils aient la culture de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat, des investissements, de telle manière que quand ces investisseurs arrivent, au lieu seulement que on reste dans le domaine du développement des infrastructures, de grosses infrastructures, qu'il y ait parallèlement une politique pour que, quand des infrastructures sont construites, qu'on ait donc des entreprises qui permettent de manière optimale, efficace et efficiente de rentabiliser cet argent, ce prêt. Parce que l'argent qu'on vous donne, l'argent qu'on déverse là pour construire, pour développer les infrastructures, à un moment ou à un autre, il faut bien que l'investisseur rentre dans ses fonds et qu'il gagne quelque chose. Mais s'il n'y a pas une réelle politique économique derrière, nous allons encore être des esclaves économiques pendant des siècles. Ça, je vous le dis. Parce que si on ne développe pas parallèlement des politiques économiques, des stratégies, politique, moi je ne suis pas politicien, j'enlève même le mot là, je préfère stratégie, parce que quand on dit politique là, ça peut prêter à confusion. Des stratégies, qu'on développe des stratégies au niveau local, pour que quand on crée une autoroute, dans le corridor de cette autoroute là, les investissements étrangers qui viennent, que dans le corridor de cette autoroute là, qu'on crée des industries parallèles, pour que même si le gouvernement doit rembourser, ou alors qu'il y ait retour sur investissement de ces investisseurs avec bénéfice, que ce que cette autoroute génère en termes d'industrie, qu'on capitalise, je crois que c'est le mot exact, qu'on capitalise là où passe cette autoroute. C'est-à-dire que tout ce qui peut naître là où passe cette autoroute-là, en termes d'industrie, en termes de développement, pour que la population puisse manger à sa faim.
Et non seulement que la population, le peuple, parce que la population, c'est population là, pour que le peuple qui vive dans le corridor de l'autoroute ou dans le corridor du port et dans l'ensemble même du pays dans lequel on développe ces infrastructures-là, puisse maintenant bénéficier et que le niveau de vie des gens change de manière concrète. C'est-à-dire que si on crée une autoroute quelque part, si on crée une route quelque part, si on crée un port quelque part, qui est une économie autour de cela, de telle manière que ce n'est une véritable économie. Ce n'est pas des histoires qu'on vient vendre des doigts de banane sur la tête pendant que les gens sont en train de construire, ou des femmes qui font la nourriture pour que les ouvriers qui font l'autoroute mangent. Les ouvriers qui font l'autoroute mangent, encore que ce sont des ouvriers locaux qui mangent, parce que les expatriés qui sont dans des projets, eux, soit ils viennent avec la nourriture dans des glacières, soit ils vont manger, ils ont un restaurant, parfois là ils habitent, bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, que ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Que lorsqu'une route passe quelque part, qu'on ait des entrepreneurs qui disent, comme il y a déjà la route ici, avant même que le projet de route ne soit lancé, qu'on sache déjà que on va lancer un projet de route ici, mais qu'il y ait des gens, par exemple, si c'est dans une zone rurale, que les gens puissent développer, par exemple, des plantations à une échelle industrielle pour que, quand l'autoroute passe, que l'activité qui va être créée là, même si l'État, par les impôts, maintenant, doit comment je vais dire, il doit avoir un retour sur l'investissement des investissements étrangers, qu'on ne devienne pas des esclaves économiques. Pourquoi? Parce que si, là où passe l'autoroute, il y a 4, 5, 10, 15, 20 usines qui naissent, la plus-value de ces usines-là, déjà, va bénéficier aux entrepreneurs, va créer de la richesse pour ceux qui sont des industriels, créer de la richesse dans le pays, et tous ceux qui seront des employés et tous les mécanismes économiques qui seront mis autour, c'est-à-dire que emploi direct et indirect, et des activités indirectes qui seront générées au travers de cette industrie-là, et même au niveau des champs, des grands champs à l'échelle industrielle, que cela, maintenant, ces industries, en payant les impôts, que l'État ne reste pas dépendant, ou alors ne devienne pas, parce que quand on dit l'État, c'est nous, c'est vous, c'est moi, esclaves économiques de ces gros investisseurs-là. Il faut bien réfléchir. Parce que c'est bien beau de recevoir 20 milliards d'investissements venant de la Chine. C'est bien beau de recevoir 20 milliards, 50 milliards, 200 millions de dollars d'un fonds d'investissement venant de Singapour. C'est très bien pour faire une route. Mais après la route, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour que ce fonds d'investissement singapourien rentre dans ces fonds, retour sur l'investissement auprès, avec le bénéfice selon vos accords? Je ne sais pas comment ça se passe. Comment on fait? Parce qu'après la route, qu'est-ce qui se passe? La route passe, le village reste le même si c'est dans une zone rurale. Il n'y a rien qui se passe dans ce village. Il n'y a pas de développement en tant que tel. Quand on fait un pont, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un aéroport, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une politique d'industrialisation du pays? C'est-à-dire que, on va dire, nos matières premières, on les transforme là. La plus-value que ça va générer, ces entrepreneurs, ces entreprises-là, ces industries-là seront capables de payer les impôts, et puisque c'est l'État qui comment je vais dire ça, qui est en partenariat avec ces gros investisseurs, ces fonds d'investissement étrangers, qu'ils soient chinois, singapouriens, malaisiens, on dit quoi, des États-Unis, de tous les pays que nous pouvons imaginer, des pays riches qui viennent investir en Afrique. Parce que sinon, aujourd'hui nous sommes en train de pleurer en disant, c'est vrai qu'on ne met pas une emphase sur, beaucoup de gens même ont oublié les 11 siècles d'esclavage arabo-musulman sur le peuple noir,
Aujourd'hui, on est en train de pleurer, on crie à tous les niveaux, dans les médias, dans les réunions, partout, partout, les dégâts de la colonisation et de l'esclavage. Ça, c'était physique. Mais je vous assure que si nos pays africains, si nos États africains, si nous, peuple africain là, nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas, nous allons encore pleurer dans les 200 prochaines années en disant nous sommes des esclaves économiques. Parce que quand l'État prend ou reçoit des fonds singapouriens, des fonds des États-Unis, des fonds de je ne sais quel fonds d'investissement ou quel pays, chinois et autres, turcs, qui déversent des milliards et des milliards pour faire des infrastructures dans le pays. S'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas une politique industrielle qui se crée, c'est-à-dire qu'un plan bien pensé derrière, comment est-ce que l'État va rembourser cet argent-là? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'est créé, on a fini. Je ne vais pas citer le nom d'un pays ici, là, où ça s'est passé en Afrique, où moi, pendant un certain temps, j'ai fait certains projets là-bas. En fait, pas fait, j'ai contribué en tant que sous-traitant, quand je dis pas moi, mes entreprises, dans un pays africain où on a déversé des milliards pour faire des infrastructures. Aujourd'hui, ces infrastructures existent là-bas, mais il n'y a pas une politique, il n'y a pas une politique bien pensée par les autorités ou par les dirigeants du pays pour dire, ok, encore que là, c'est même une grâce parce que c'était avec l'argent de la manne pétrolière. Vous imaginez que si ces infrastructures avaient été faites par des fonds d'investissement étrangers, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Quand vous allez dans ce pays-là, après avoir construit de très belles routes, des hôtels, des appartements, des maisons et tout ça, là, des grands hôpitaux, il n'y a pas une industrie. Le pays est comme ça. Oui, c'est beau, le tourisme, est-ce que ça se passe même? Est-ce que ça attire les gens? Parce qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas eu une politique bien pensée en amont. Encore que là, je dis bien que c'est une grâce. Parce que là, ils vont dire on ne doit rien à personne. Parce que ça s'est payé avec l'argent de la manne pétrolière. Imaginez que tout cet argent versé pour le développement des grosses infrastructures, je dis des très grosses infrastructures, aux standards, aux normes européennes, des aéroports, des choses comme en Occident. Mais alors, il n'y avait pas une politique économique, une politique industrielle derrière. Si cet argent avait été déboursé, qu'est-ce que serait? Ce pays serait la propriété de ces investisseurs. C'est ce qui risque de se passer avec beaucoup de pays africains. C'est ce qui risque de se passer avec beaucoup de pays africains qui sont en train de recevoir d'énormes sommes d'argent venant des investisseurs étrangers, mais qui derrière n'ont pas une politique industrielle. Parce que cet argent qu'ils reçoivent là, ils investissent dans les infrastructures, ils investissent dans les autoroutes, dans les routes, dans les ponts, dans les aéroports, peu même dans les ports. C'est-à-dire que des choses qui demain ne produiront pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une production, il n'y a pas comment je vais dire ça, il n'y a pas un rapport direct. C'est-à-dire que si on achève une route, cette route-là ne produit pas de manière efficiente et efficace de l'argent. Les gens roulent, c'est vrai. Les gens vont peut-être, au lieu de faire 2 heures sur un tronçon, au lieu de faire 4 heures sur un endroit où on faisait 4 heures pour aller, ils vont faire 2 heures, c'est bien. Mais les 2 heures là, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller au village tout simplement le week-end? C'est pour aller rendre visite à ses amis? Pourquoi sur ce corridor qu'on fait une nouvelle autoroute, on fait une nouvelle route, on ne crée pas des industries, on n'installe pas des industries, on ne crée pas des champs, des hectares et des hectares de champs? Il faut avoir une politique derrière ça. Sinon, je vous dis, peuple africain, que d'ici les 200 prochaines années, ça ne sera plus l'esclavage arabo-musulman, c'est passé. Ça ne sera plus la colonisation, c'est passé. Ça ne sera plus l'esclavage, c'est-à-dire que la vente des Noirs qu'il y a eu pendant 4 siècles, l'esclavage de l'Occident. Ça ne sera plus le colonialisme, ça ne sera plus le néocolonialisme, mais ça sera l'esclavage économique, c'est-à-dire que nous serons, nos pays
seront la propriété de ces investisseurs-là. C'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que les gens sont en train d'acheter nos pays. Parce que quand vous prenez l'argent des investisseurs et vous le mettez dans des infrastructures et vous n'avez pas une politique d'industrialisation derrière, ces investisseurs-là deviendront les propriétaires de ces pays-là. Et pour rembourser, on va dire que ça prend 200 ans. Et ils vont vous dire, bon, tout le callback qui est ici, là, nous le prenons parce que vous n'avez pas l'argent pour rembourser. Tout l'or qui est ici, là, nous prenons parce que, bon, vous nous devez 700 milliards de dollars. Vous nous devez 400 milliards de dollars. Nous avons investi 10 000 milliards de dollars sur les infrastructures de votre pays. Ils vont venir parce que là, ce sera facile pour eux de venir avec les camions. Ça va aller vite. Les trains, ils pourront aller maintenant extraire le cobalt, le manganèse, le magnésium, le potassium, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'uranium, tout ce que vous voulez, et de manière très rapide, puisqu'il n'y a pas d'industrie de transformation de ces matières premières, il n'y a pas une politique, il n'y a pas une stratégie. Je ne fais que dire le mot politique là, j'ai dit que je ne veux plus dire ça. Il n'y a pas une stratégie pensée en amont par ceux-là qui sont aux affaires. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont atterrir dans de très beaux aéroports, ils ont de très beaux immeubles, ils vont avoir des antennes ou alors des succursales dans nos pays, où les Noirs qui sont là vont travailler dans les bureaux comme salariés. Et eux, ils vont venir prendre la matière première de manière très rapide. Ça va aller dans un train qui va très vite. Ça va aller directement, c'est-à-dire qu'il y aura une route. Ce ne sera plus la route cassée. Et puis, ça va amoindrir les coûts parce que leurs camions, leurs gros engins, leurs moyens de transport seront faciles parce qu'il y aura des autoroutes partout. Mais ils vont extraire la matière première pour l'envoyer dans des gros tankers pour aller la raffiner encore en Europe, en Occident, le Nord global. Et ça sera, et on n'aura rien à dire parce que il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas eu une politique. Et quand on va vouloir dire non, il va falloir faire des unis, ils vont vous dire non, ce n'est pas vous parce que vous nous devez l'argent, alors vous nous imposez parce que ce qu'on doit faire, puisque vous nous devez l'argent. Et puisqu'on n'aura pas moyen de rembourser l'argent là, ce sera seulement par les impôts. Alors ils vont dire non, nous on prend le cobalt ici pendant 20 ans. On prend le manganèse ici, on prend l'uranium là pendant 30 ans. Ce sera comme ça. Et on n'aura rien à dire. Donc moi j'interpelle donc ceux qui sont aux affaires maintenant là pour dire, s'il vous plaît, vous qui avez le pouvoir, nous sommes des entrepreneurs à notre petit niveau. Si vous pouvez nous écouter, tant mieux. Mais c'est une analyse personnelle. Et je sais, parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Et même ces investisseurs-là, j'ai écouté certains dire, mais si on est en train de déverser autant de milliards, puisqu'ils n'auront pas l'argent pour rembourser, ça veut dire que demain, ces pays vont nous appartenir. Pourquoi? Parce que ces milliards que vous recevez là, il n'y a pas de politique, je ne fais que dire le mot politique, il n'y a pas de stratégie pensée en amont. Vous ne devez pas recevoir seulement l'argent pour faire seulement la route. Il faut créer des conditions pour que quand on vient faire la route, avant même de commencer la route là, qu'on dise déjà que bon, ici dans ce village, dans ce corridor où on va faire cette route, on va installer telle usine, telle usine. Il faut donc créer des conditions pour que les entrepreneurs locaux, pour inciter l'entrepreneuriat local, pour que les gens puissent développer des activités qui vont générer des revenus pour que ça soit facile pour nos États de rembourser ces investissements-là, ces prêts, et de rentabiliser même l'investissement. Si on ne le fait pas, l'Afrique est encore partie pour 200 années d'esclavage économique. Bonsoir. Je voudrais vous écouter là-dessus avant qu'on ne se sépare sur cette vidéo-ci. Ce que vous en pensez et comment vous voyez la chose. Si ce que je dis n'est pas vrai, bon, j'aimerais encore faire une autre vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets à développer. Il y a des choses, comment faire, quelle est la stratégie à adopter, comment faire. Il y a des idées que je peux proposer. Je sais que beaucoup de gouvernements, beaucoup de gens qui prennent des décisions et beaucoup d'entrepreneurs même qui ont l'aura et une audience assez puissante, une audience assez forte,
peuvent également partager cette vidéo. Et je pense que si Dieu le veut bien, si le Seigneur le veut, je ferai encore une autre vidéo dessus, 2, 3, et pour pouvoir aller dans les profondeurs de cette situation-là qui, moi, m'inquiète. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager massivement pour sensibiliser ceux-là qui ont la prise de décision de sensibiliser nos populations. Merci à vous et à très bientôt.